Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 21 juin, premier jour de l'été et voici les titres de l'actualité. Grâce à un énorme troisième quart-temps, la Roca Team a renversé Paris hier à domicile dans un match 3 pourtant mal embarqué. Avec cette victoire, les Monégasques ont repoussé la fin des finales de Betclic Elite. Nous ferons le point avec Christophe Pacaud qui a assisté à la conférence de presse donnée ce samedi à la veille du quatrième match. Les élèves de l'Académie Princesse Grace se sont produits sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo à l'occasion de leur gala de fin d'année. Nous y étions. L'association des directeurs informatiques de Monaco a fêté ses 25 ans. Après un reportage sur les temps forts de la soirée, nous recevrons le président de l'organisation, Franck Chignard, pour aborder les défis actuels auxquels sont confrontés les professionnels du secteur. Et puis, avec notre deuxième invité, Christophe Aulnet, nous aborderons la question de la reconversion. L'ancien président de Microsoft France est à Monaco pour dédicacer son livre « Le jour où j'ai quitté Bill Gates ». Ce n'était pas gagné et pourtant la Roca Team a fini par décrocher la victoire hier face à Paris, 81-78. Avec ce résultat, les Monégasques arrachent une quatrième manche des finales du championnat de France qui se jouera demain. Toujours à Gaston-Médecin, c'est là que nous vous retrouvons Christophe Pacaud. Vous avez assisté à la conférence d'avant-match. Quel est l'état d'esprit du champion en titre ? Oui, Monaco qui a réussi à rester en vie dans cette finale, très longue finale bien sûr, au meilleur des 5 manches, mené 2-0, maintenant nous ne sommes plus qu'à 2-1. Allez, encore un match, ça sera demain, on va en reparler, mais tout d'abord on va revenir sur cette fierté hier des Monégasques retrouvés, double champion de France en titre, ils n'ont pas envie de laisser le titre filer justement à Paris, demain soir ou mardi soir. Alors hier, il y a eu un match assez incroyable, mené à un moment 13-1 en tout début de rencontre. Monaco qui passe à la mi-temps avec 12 points de retard. Et puis derrière, changement tactique voulu par le coach et un Blossom Game remarquable. Recordman en plus pour lui. Il arrive à faire un record de 26 points dans sa carrière. Et puis bien aidé aussi par les meneurs que sont Strassel et surtout Kobo hier, qu'on a retrouvé à son meilleur niveau avec notamment 10 passes, 10 assists, 10 caviars pour ses partenaires. Monaco va mieux. Monaco était en mode survie. Monaco est désormais en mode espoir. Écoutez le coach Vassilis Panoulis. We survived in this game. It was the most difficult game for us after being down to 0. We saw a lot of heart. We saw surviving instincts, and we played with unbelievable energy, especially in the second half. We watched video, what we didn't make well, what we did well, what we want to improve. Some things we want to put in our game, and that's it. We have to be ready for the game. Fierté, envie, motivation. Après le discours du coach, on va revenir sur l'état d'esprit des joueurs. Irréprochable encore une fois hier, ici à Gaston-Médecin. On écoute Jordan Lloyd. We have a good spirit. I think our confidence is up, obviously, after a win. And we didn't really show a good picture of ourselves in the first 2 games, so we're looking forward to the next match, and I mean our whole thing was just protect home court. You know, as long as you're alive, you have room to keep pushing. So. Demain, match 4 à la maison, bien sûr, 16h30. Gardez cette même envie, cette même motivation pour la Roca Team et évitez que Paris, pour la première fois de son histoire, ne sacre son titre ici, ne fasse la fête à Gaston-Médecin, ce petit chaudron qui va encore s'enflammer demain et jouer peut-être la finale, on l'espère tous, mardi soir à Paris. Merci Christophe, on vous retrouve à la suite de ce journal dans les experts du basket à 19h30 aux côtés de notre confrère de l'équipe Samy Sadik. Les grandes vacances approchent, plus qu'une semaine d'école en principauté pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Cette fin d'année a été marquée par un gala exceptionnel sur 2 jours. Après de longs mois de travail acharné, les jeunes prodiges âgés de 13 à 18 ans se sont produits dans la majestueuse salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo. José Sacré et Arnaud Imbert ont immortalisé leurs prestations. À l'Opéra de Monte-Carlo, accueillis par Lucas Massala, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et Mélanie-Antoinette de Massy ont assisté vendredi 20 juin au gala de l'Académie de danse Princesse Grace, un moment privilégié où la prestigieuse école de danse, liée au ballet de Monte-Carlo, va à la rencontre du public. Un rendez-vous pour montrer un petit peu le travail,
voir les nouveaux arrivés, comment ils se portent dans une belle scène comme celle de l'Opéra Garnier, les diplômés qui vont finir. Aujourd'hui, c'est 5 diplômés qui finissent leur formation. C'est les diplômés du Covid. C'est les élèves, c'est pour ça qu'il n'y en a que 5, c'est les élèves que j'avais trouvés l'année du Covid qui finissent aujourd'hui. Alors je suis très, très ému parce que ça a été une première année assez compliquée, même s'ils avaient quand même beaucoup de facilité en venant à Monaco. Mais c'est émouvant de voir comment ils sont arrivés. C'est une soirée sur le thème de compositeurs français. Je suis parti sur le Beck Contract 61 de Jean-Christophe Maillot qui avait créé pour la compagnie après le Covid. Et de là, je suis parti dans la thématique de compositeurs français. On a un ex-élève qui s'est diplômé en 2014, Surimo Fukushi, qui est à Netherlands Dance Theater aujourd'hui et qui est venu pour faire une création. Alors voilà, on voit les 16 ans à la direction de cette école. On voit qu'on commence un peu à vieillir parce qu'on commence déjà à récupérer tout ce qu'on a planté il y a 16 ans. C'est un gala qui montre un peu aussi l'excellence de l'enseignement à l'académie qui va du contemporain au néoclassique ou au classique académique. Dernière pièce de ce gala, le célébrissime boléro de Ravel, dansé par tous les élèves de l'Académie dans une nouvelle chorégraphie signée Michel Rann. Prochain rendez-vous à la salle Garnier avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo, cette fois du 17 au 20 juillet pour 2 créations signées Lucas Timulac et la compagnie Corsia. 25 ans, ça se fête. L'association des directeurs informatiques a réuni 140 membres et partenaires au Monte-Carlo Bay hier soir pour marquer son anniversaire. Créé en 2000 par un groupe de directeurs des systèmes d'information, l'objectif était et est toujours de mettre en commun les connaissances et les préoccupations des professionnels. L'intelligence artificielle était au cœur d'une conférence organisée en ouverture de la soirée. Sur place, Jessica Granato et Thomas Deus. Moi, je vais essayer de faire une synthèse, donc de trouver le fil rouge qui relie en fait ces différents acteurs industriels et économiques pour pouvoir les relier et donc construire des services qui sont vraiment accessibles aux utilisateurs et qui leur permettent d'utiliser l'intelligence artificielle et surtout comment l'intelligence artificielle est au service des utilisateurs pour pouvoir leur simplifier la vie. Donc en fait, il y a tout un ensemble de règles éthiques qui font que quand elles sont mises ensemble, eh bien, on peut arriver à utiliser l'intelligence artificielle. Et ici, au niveau de la DIM, je pense que tous les membres sont tout à fait au courant de ces règles, d'une part. Et puis en plus de ça, on a quand même des experts parmi les sociétés monégasques qui travaillent dans ce domaine-là. Le président de la DIM a fait appel à moi pour ma spécialité, à créer des expériences pour faire ressortir l'intelligence collective et créer des moments de collaboration et de partage, de convivialité. Une des thématiques très importantes dans le monde aujourd'hui, c'est la place de l'IA, les infrastructures, la sécurité, donc cybersécurité, les applications dans les différents systèmes de santé, protection de l'environnement si ça arrive à grands pas. Je pense que déjà tout le savoir est dans la salle. Il s'agit de créer des liens de connexion entre toutes ces nodes de savoir pour justement faire ressortir toutes les connaissances de Monaco et les faire briller autant à Monaco qu'à l'international. Et nous accueillons le président de l'association. Bonsoir Franck Chignard. Bonsoir Sarah. 25 ans déjà, quels sont les accomplissements les plus notables depuis que l'association a été créée ? Alors effectivement, l'association a été créée en 2000. C'était un petit groupe de décideurs, directeurs informatiques à l'époque, qui voulaient confronter le passage de l'an 2000 ensemble. C'était moins de 10 personnes. Et aujourd'hui, donc 25 ans après, c'est près de 90 entreprises membres de l'écosystème digital monégasque, que ce soit des entreprises de services, mais aussi majoritairement des entreprises utilisatrices. Donc les grands axes aujourd'hui qu'on peut voir abordés au sein de l'association, c'est la cybersécurité qui est quelque chose de très récurrent, qui nous préoccupe au quotidien. Et la conférence de notre événement anniversaire nous a permis de dresser un tableau de l'écosystème en termes de monégasque sur l'intelligence artificielle, quels sont les retours d'expérience de nos entreprises et surtout donc démontrer que le savoir-faire est présent à Monaco. Aujourd'hui, l'objectif est donc toujours le même ? Réunir les professionnels autour de différents rendez-vous ?
Exactement, on se rencontre régulièrement, une fois par mois minimum. On échange au sein d'un groupe de travail quand des sujets le justifient, comme particulièrement la cybersécurité en ce moment. Mais on a également le plaisir de se retrouver pour pouvoir échanger en toute liberté. Et parfois, on appelle à des experts, parce que c'est vraiment l'intérêt de l'association, c'est d'avoir accès à des experts où chacun ne pourrait pas individuellement forcément pouvoir les déplacer sur Monaco. Nous avons le poids qui permet à ces experts de se déplacer et d'interagir pendant 2 heures avec tous nos membres qui souhaitent, par rapport au sujet abordé, pouvoir échanger, hein, vraiment avec un bon niveau de connaissance. Vous avez évoqué les thématiques du moment et quels sont les problèmes récurrents pour les entreprises monégasques ? Les problèmes récurrents, comme je l'ai cité, ce sont la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui nous sommes attaqués de toutes parts. Les acteurs malicieux sont de plus en plus inventifs, donc il faut s'informer, échanger. On a la chance avec la DIM d'échanger régulièrement avec l'Agence monégasque de la sécurité numérique, qui parfois nous alerte dès qu'il y a des détections d'incidents potentiels. Donc ça nous permet de nous prémunir des attaques. C'est vraiment un sujet où on est connectés tous en temps réel dès qu'il est nécessaire d'être informé. Donc voilà, on échange sur ces thématiques-là quasiment au quotidien, parce que les risques de ne pas respecter, de ne pas être protégés sont importants. Et quelles sont les perspectives, les axes de développement futur de la DIM ? Interagir beaucoup avec nos membres, parce que ça fait donc 25 ans que l'association existe. On aimerait qu'ils contribuent à pouvoir nous indiquer quels sont les axes qui les intéresseraient le plus. Il y a des sujets déjà qui commencent à pointer à l'horizon. Alors il y a évidemment l'intelligence artificielle qui bouleverse nos métiers, et pas que les métiers du digital, mais les utilisateurs et les collaborateurs des entreprises. Mais aussi un autre risque qui se pointe à l'horizon, et là on n'a pas de date en fait, contrairement à l'an 2000 au passage à l'euro, c'est quand les ordinateurs quantiques seront assez performants pour pouvoir mettre en péril tous nos systèmes de chiffrement. En fait, là, c'est une problématique mondiale. On sait que ça va arriver, et de plus en plus rapidement, qui plus est, parce que les progrès aidant, le risque est au tournant. Donc, c'est vraiment un sujet aujourd'hui où on a l'intention de commencer à regarder et se prémunir. Après s'être projeté, revenons-en à ce week-end. C'est le moment de célébrer. Quel est le programme ? Vous avez commencé, vous l'avez dit, par une conférence sur le thème de l'intelligence artificielle. L'IA, en fait, est présente dans toutes les couches de nos systèmes, que ce soit dans l'infrastructure. On va avoir l'exemple du centre hospitalier Princesse Grace, qui est équipé de systèmes extrêmement performants, où l'IA est présente dans le stockage des données. C'est très important d'optimiser ces stockages, que l'ensemble des quantités massives de données puissent être accédées facilement par justement les applications qui utilisent l'IA. Nous allons, après les réseaux, les communications également aujourd'hui sont très complexes entre les différents systèmes, donc l'IA est là pour essayer d'optimiser ces communications. On va avoir après des exemples plus d'applications réelles, prévention d'alerte, des systèmes vidéo aussi qui sont intelligents, capables de comprendre ce qui se passe sur une vidéo par rapport à une activité quelconque. Il suffit d'apprendre à ces modèles de reconnaître et de nous informer, donc ils sont capables de décrire des scènes de vidéos. C'est voilà, 8 retours d'expérience qui vont permettre de voir que en fait, l'IA est omniprésente et qu'on ne suspecte pas en fait, qu'en fait on puisse déjà utiliser ces systèmes-là sans que ce soit aussi visible que les systèmes que le grand public utilise au quotidien. Merci beaucoup Franck Chignard d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Avec plaisir, merci. Temps fort du Festival des Étoilés. Hier, le chef Emmanuel Pilon et le chef le plus étoilé du monde, Alain Ducasse, ont reçu au cœur du Louis XV à l'hôtel de Paris l'iconique chef de l'Enigma à Barcelone, Albert Adrià, une fusion de talents qui forcément a donné lieu à un menu d'exception en 6 temps autour de la Méditerranée. Émilie Flamin et Gaël Tanguy. Des étoiles et des mets d'exception au menu du Louis XV ce vendredi soir. Et avant le coup d'envoi de cette soirée haute couture, en cuisine, les chefs Alain Ducasse, Emmanuel Pilon et Albert Adrià peaufinent les derniers détails. Il y a toute cette technique en fait que lui a pu mettre en place qui va se joindre à nos plats qui sont un peu plus sur l'esprit de la philosophie de la naturalité, donc sur le côté végétal. Donc voilà, on va jouer sur les textures, donc cette tactilité, les saveurs, voilà, un petit peu tous ces éléments qui vont se mélanger. Il va y avoir du vésiga, donc la moelle épinière d'esturgeon. On va retrouver des plats iconiques qu'on retrouve du chef Albert Adrià à Enigma, la gambero, c'est la crevette vraiment espagnole.
de Palamos. On va retrouver le concombre de mer blanc qui va être mêlé avec de la peau de poisson. Une rencontre gastronomique exceptionnelle entre le maître français et l'avant-gardiste catalan. Adria, c'est un monument de la cuisine mondiale. Ça continue. On a une affection particulière de travailler avec ce talent, ce grand talent. On s'entend bien. On avait fait une opération à Paris. On la renouvelle ici dans un autre format. On aime beaucoup le mélange, le talent, l'harmonie. Et puis en plus, nous avons décidé de faire un pairing avec le Dom Pérignon. C'est pas commun, c'est rare. C'est un grand dîner rare de talents culinaires divers, variés. Nous sommes certainement meilleurs 1 plus 1 que tout seul. Donc les quelques clients, les quelques rares journalistes privilégiés pourront rendre compte de ce moment d'exception. Une complicité créative entre les chefs, mais aussi et surtout une histoire d'amitié qui ne date pas d'hier. Tu sais, j'ai arrivé à Lukansk en 1991. J'ai 20 ans et 35 ans et depuis je suis ici. Et on cuisine ensemble, c'est magique, non? Je trouve que c'est comme fermer le cercle. La cuisine, culture, communication, partagée, en façon très jolie de connaître un endroit, un village, un pays. Prochain rendez-vous pour le Festival des Étoilés Monte-Carlo, le 13 juillet, avec un dîner à 4 mains des chefs Yannick Aleno et Davide Oldani. Et ce sera au pavillon Monte-Carlo à l'hôtel Hermitage, quelques jours avant le dîner à 4 mains concocté par le chef Marcel Ravin et la chef Anne-Sophie Pic. Une idée de livre à ajouter à votre liste de lecture pour cet été, Le jour où j'ai quitté Bill Gates de Christophe Aulnet. L'auteur, ancien président de Microsoft France, est aujourd'hui à la FNAC de Monaco pour rencontrer ses lecteurs et dédicacer son ouvrage. Nous l'accueillons. Bonsoir Christophe Aulnet. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Vous avez publié en mars dernier aux éditions Novice ce livre intitulé « Le jour où j'ai quitté Bill Gates » dans le but premier de partager votre expérience. À l'époque, vous aviez intégré Microsoft alors que l'entreprise n'était qu'une start-up. Oui, absolument. J'ai eu cette chance de rentrer dans l'entreprise alors qu'elle elle démarrait dans la vie, si je puis dire, une sorte de start-up ou de scale-up, puisqu'il y avait 2500 personnes dans le monde, soit 100 fois moins qu'aujourd'hui et une cinquantaine en France. Donc j'ai eu la chance de participer à une entreprise jeune, dynamique, en pleine croissance, qui m'a ouvert beaucoup d'opportunités et qui m'a permis d'évoluer et de progresser pendant 17 ans au sein de cette entreprise. Dans votre ouvrage, vous dévoilez les coulisses de votre carrière hors norme. Que retiendrez-vous de cette époque et de Bill Gates que vous avez connu personnellement ? Je retiendrai le sentiment d'être au cœur d'une industrie qui redéfinit le monde. Et c'est une chance extraordinaire. Et puis d'avoir pu côtoyer effectivement des personnes d'exception comme Bill Gates, dont j'ai pu apprécier en fait la grande humanité, mais aussi un degré d'exigence extrêmement fort, tant vis-à-vis de ses collaborateurs que vis-à-vis de lui-même, ce qui crée une culture du dépassement, de l'exigence, avec une certaine transparence qui était vraiment très appréciable dans l'entreprise et qui lui a permis de consolider cette croissance. Après de nombreuses années, vous avez fait le choix de renoncer au confort, si je puis dire, de la multinationale pour vivre quelque chose que vous qualifiez de plus grand, de plus vrai. Quel a été le déclic et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? Le déclic, c'était que bien que j'étais dans une position extrêmement confortable, j'ai été depuis 4 ans à la tête de Microsoft France et tout se déroulait très bien pour moi, on me proposait d'autres choses, mais de cette façon, j'avais envie de mesurer l'impact de mes actions, de plus le capitaine d'un bateau que l'officier d'un très grand navire. Et donc je voulais être mon propre patron et je pensais que si je ne faisais pas ce changement à ce moment-là, on me proposerait de repartir à l'international vers de nouvelles aventures et que finalement j'aurais passé cette opportunité. Et donc j'ai décidé de saisir l'occasion de devenir PDG d'une entreprise française. Vous qui l'avez expérimenté, quels conseils pouvez-vous donner afin de mener à bien une reconversion professionnelle ? Eh bien, comme je l'explique dans le livre, ce passage à la tête d'une entreprise française ne s'est pas passé tout à fait comme prévu et je suis rentré un peu dans des tumultes de la reconversion et j'ai mesuré à quel point pour moi-même, mais aussi avec les observations que j'ai pu faire du marché, à quel point c'est difficile de passer de la grande entreprise au monde plus entrepreneurial. Parce que dans une grande entreprise, dans le livre, je dresse un peu le parallèle entre un animal domestiqué qui connaît les règles, qui sait s'appuyer sur une corporation et puis un animal plus sauvage qui doit évoluer dans le
monde plus entrepreneurial. Et donc, je décris l'univers des possibles et un certain nombre de conseils, notamment pour s'y préparer. Le premier, je dirais, c'est de ne pas se confondre avec le logo de l'entreprise pour laquelle on travaille. Un grand nombre des avantages qu'on peut avoir sont liés à ce logo et pas forcément à sa personne. Donc il faut avoir ce recul-là. Il faut également cultiver son réseau le plus en amont possible, parce qu'un réseau, on peut y faire appel quand il existe. Et donc il faut le travailler avant. Et l'autre élément, c'est de bien aussi réaliser à quel point le rapport à la prise de décision, il est très différent entre lorsque vous êtes dans une grande entreprise et lorsque vous évoluez à la tête vous-même en tant que patron d'une PME. Quand vous êtes dans une grande entreprise, vous vous appuyez sur une corporation, sur des services juridiques, des services marketing qui vous aident et qui parfois aussi vous contraignent, mais qui partagent la décision. Alors que quand vous êtes le patron d'une boîte, des petites choses et des grandes choses, vous avez à les décider toutes les heures. Malgré tout, vous dites que si c'était à refaire, vous referiez pareil? Absolument, je referais peut-être une meilleure due diligence, une meilleure analyse de la situation que j'avais pu faire de l'entreprise dans laquelle je suis allé, mais ce pas vers en dehors de la grande entreprise pour me réinventer et puis je dirais exister par moi-même, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas et que je peux conseiller de faire à partir du moment où l'on s'y prépare bien. Une dernière question, la définition du mot réussir a beaucoup évolué. Quelle est la vôtre ? Pour moi, la réussite est très liée à plusieurs choses. Elle est liée au fait d'avoir un impact, c'est-à-dire de sentir que l'on a une valeur ajoutée au quotidien. Et c'est comme ça que je la décrirais. Une valeur ajoutée par rapport aux hommes et aux femmes avec lesquels on travaille, par rapport aux clients vers lesquels on s'adresse, et aussi par rapport à la société. Un grand merci Christophe Aulnett d'avoir partagé votre témoignage avec nous en marge de votre venue à Monaco pour la dédicace de votre livre « Le jour où j'ai quitté Bill Gates », publié aux éditions Novice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il n'y a pas que l'ADIM qui a fêté son anniversaire hier, Terre méditerranéenne aussi. L'association a soufflé sa 20e bougie autour des participants, petits et grands, réunis entre les rues Princesse Caroline et Princesse Florestine. Une nouvelle occasion de valoriser l'artisanat de chez nous. Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Imbert ont parcouru les stands pour nous regarder. Peinture, dessin, danse et même dégustation de fleurs comestibles. En tout, c'est 7 ateliers qui ont présenté leur art au public. Une activité pour les petits, mais aussi pour les grands qui, des fois, sont tout aussi curieux. J'ai dégusté des fleurs, des bleuets, des capucines, des je sais pas quoi. C'était super bon. Il y en a même une qui a le goût de pastis. C'est incroyable, hein, à 6 heures à Monaco. Faire l'apéro en mangeant des fleurs, c'est quand même beau, quoi. Hein. L'art et l'artisanat, un secteur qui a parfois du mal à se faire connaître aux yeux de tous. Grâce à ces ateliers, c'est aussi une façon de faire découvrir le métier en lui-même et de pouvoir le pratiquer. J'ai fait une démonstration de tour de potier qu'on ne voit pas très souvent. Et du coup, j'ai fait une petite démo et je vais faire essayer aux enfants. Moi, chaque fois que je montre ça aux enfants, vu qu'ils ne voient pas ça très souvent, on voit vraiment les yeux s'illuminer. Parce qu'ils voient que c'est quelque chose que, des fois, c'est de la magie, parce que quand on prend et l'argile monte dans le tour, c'est quelque chose que ça donne des émotions pour les enfants et aussi pour les adultes. Des ateliers participatifs et gratuits qui se sont poursuivis tout au long de la soirée. Et en plus des ateliers, un bal a notamment conclu les festivités. La flamme de la paix, c'est le titre d'un documentaire que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir sur notre antenne. Ce 52 minutes co-réalisé par Monaco Info et Peace and Sport met en lumière les actions de l'Organisation pour la paix par le sport auprès de la jeunesse du monde. Un public new-yorkais a pu le découvrir cette semaine. On rejoint tout de suite Alexandra Pani pour la chronique US. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Comme vous l'avez dit, un documentaire que l'on connaît bien sur notre antenne. Il est diffusé dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, mais aussi puisque Monaco est capitale du sport pour cette année 2025. Je vous propose de revenir sur cet événement qui s'est déroulé à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies.
Le sport au-delà du spectacle, véritable vecteur de paix de Monaco au Moyen-Orient, en passant par l'Inde, l'Amérique latine et l'Afrique. Pendant un an, une équipe de Monaco Info a suivi l'organisation Peace and Sport avec comme résultat un documentaire de 52 minutes, La flamme de la paix, pour partager avec le public ses missions sur le terrain. On a à cœur de vouloir sensibiliser un plus large public et de pouvoir projeter le documentaire aujourd'hui à New York. On a déjà fait une projection en Principauté de Monaco et une à Paris. Alors c'est important aussi pour nous d'avoir ce côté international et aussi de diffuser notre message de paix par le sport à des acteurs différents. Le sport a un pouvoir transformatif. C'est un excellent outil de transmission de valeurs pour la jeunesse, pour les jeunes femmes aussi, comme on pourra le découvrir dans le documentaire. L'impact qu'on peut avoir sur cette jeunesse féminine en Inde, par exemple, elle est remarquable, mais aussi pour la jeunesse mondiale. On agit principalement dans des zones soit touchées par l'instabilité sociale ou la précarité, ou des zones en post-conflit. Mais on a pu le voir même cet été avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'effet des Jeux, les valeurs du sport, elles sont universelles. Une projection était organisée au sein de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies, dans le cadre notamment de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin. Ali Hussein, entraîneur de kickboxing et réfugié syrien, a pu partager son expérience avec le public présent. When I was teaching the kids kickboxing and sport in general, the first time for the kids when he come into the gym or for the class, he is very shy. I know exactly what he's feeling, but I go down to his level and just try to make him feel like some confidence, trust himself, get himself together. So then you have to engage him with the other kids. So he make a lot of friends. Like a week after that, he make a lot of friends. They come together, they live together. They build a good relationship, even outside the class. So that's like a good behavior. He changed. He start to trust himself, get many skills, and that's very, very good in the community. We help the community through this value. Rappelons que pour cette année 2025, Monaco a été désignée comme capitale mondiale du sport. Cet événement s'inscrit parmi les nombreuses célébrations organisées par la Principauté tout au long de cette année. Cette édition touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Nous la clôturons comme nous l'avons ouverte sur le parquet de la salle Gaston Médecin où la Rocatime hier a offert à ses supporters une belle victoire à l'issue du match 3 des finales de Betclic Elite. Le débrief complet dans un instant dans les experts du basket, ce sera juste après la météo de Marie Bonnet-Blanc. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour le dernier journal de la semaine. Belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain. Le soleil va rester avec nous pour cette fin de week-end. Quelques nuages dans l'après-midi qui n'empêchera pas le thermomètre d'afficher 27 degrés le matin et jusqu'à 31 degrés dans la journée. On souhaitera une très belle fête à tous les Albans et ce sera également la journée mondiale du don d'organes demain. L'occasion de sensibiliser le public et inciter chacun à faire connaître sa décision à ses proches. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.